comme si les Mozabites avaient besoin de se faire manipuler pour défendre leurs droits. Mais ce n'est même pas qu'ils défendent leurs droits, c'est eux qui sont agressés. Ah, en plus. Ils défendent leur personne. On ne peut pas être manipulé si on est frappé, agressé. Ils croient que les Mozabites vont se laisser assassiner tranquillement. Il y a de cela une maxime qui dit « Aucun animal au monde n'accepte de mourir sans livrer bataille. » Y compris contre des prédateurs, c'est d'abord essayer de sauver sa peau. Et ceci, dans tous les peuples du monde, aucun ne se laisse mourir et les Mozabites ont le droit de se défendre comme ça. Mais bien sûr, la Kabylie, Farhad Mahanni, a connu des heures sombres. En 2001, il y a eu les martyrs du Printemps Noir et malheureusement, beaucoup de ces jeunes et moins jeunes assassinés n'ont pas vu leurs assassins passer en justice. Oui, et ceci... Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'entamer une action internationale en justice? D'abord, revenons sur les faits. Oui. L'Algérie s'est auto-amnistiée, dans la mesure où il a fait un référendum, de la concorde une nationale, mascarade de référendum dans lequel la Kabylie n'a pas participé, mais comme c'est le président de la République, auquel appartient le droit de grâce. C'était déchargé, c'était défaussé sur les Algériens pour leur faire porter la responsabilité de son crime à lui, de ses crimes à lui. Et ensuite, il a proclamé la loi d'amnistie et de réconciliation nationale. On voit quelle réconciliation il y a eu. J'ai personnellement, au nom du gouvernement provisoire kabyle, introduit une plainte auprès du tribunal pénal international. Il se trouve que de part... tu l'as fait quand, Farhat Mahanni? Ça s'est passé le 14 avril 2010. Et quelle suite donc ce tribunal a donc donné à cette demande, à cette requête? Au bout d'un an et quelques, le tribunal pénal international, la Cour pénale, pénale internationale a répondu que selon le statut de Rome par lequel la Cour pénale internationale a été créée, il faut qu'il y ait un membre, un pays membre qui porte plainte de la Cour contre, même, de la Cour même qui porte plainte contre. Et pour le moment, ils nous ont dit, nous ne fermons pas le dossier, mais nous le gardons sous main, sous le coude, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui l'appuie. Donc la plainte est déjà lancée. Je rassure les familles qui ont des victimes et je remercie celles notamment qui nous ont mandatés, qui nous ont fait confiance pour porter ce dossier-là. Et justement, Farhat Mahanni, le MAC, à ce moment-là, c'était l'autonomie, est né des suites de ces événements tragiques, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la réaction du reste de l'Algérie par rapport à ce qui s'était passé en Kabylie qui a suscité ce désir de créer ce mouvement, ou bien c'était une suite d'éléments? Sur le coup, c'était l'émotion. D'accord. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est une suite logique de l'ensemble des délits qui nous étaient opposés et des combats, des luttes qui ont été menées jusque-là. Du FFS de 1963, en passant par la chanson moderne, en passant par la Ligue des droits de l'homme, en passant par la démocratisation. Et on a vu qu'à partir de la démocratisation, combien les partis kabyles étaient complètement isolés. Hein, on dit bien, Hossein Hamed et Saïd Saadi sont bien des hommes respectables, hein, donc on ne vote pas. Malheureusement. Malheureusement, oui, voilà. Oui, non. Et effectivement, il y avait émotionnellement deux faits majeurs. Pendant le choc des événements, l'Assemblée nationale algérienne avait organisé une minute de silence pour un Palestinien, Mohamed Dari, qui venait d'être tué par une balle perdue. On ne sait pas de quel côté il était tiré.
Il y en a même qui parlent d'un montage grossier maintenant. L'Assemblée nationale algérienne a observé une minute de silence, alors qu'en ce moment-là, il y avait déjà plus de 80 morts en Kabylie et personne n'en a évoqué la mémoire. Et quand Cheikh Yassine a été tué d'une bombe, d'une roquette, par un avion israélien, il y a eu des manifestations partout en Algérie. Alors que pour les 130 Kabyles qui ont été assassinés, il n'y a jamais eu la moindre protestation. Pendant le show des événements, j'avais quelqu'un qui était un ami, Hamid Bessahel, pour ne pas le nommer, qui était à Annaba. Je lui avais demandé, je l'avais supplié de trouver ne serait-ce que 2 Annabi, de citoyens qui ne sont pas kabyles, pour signer une pétition dénonçant les violences en Kabylie, le massacre des Kabyles, la répression en Kabylie, ou exprimer sa solidarité avec la Kabylie. Au bout d'une semaine, il m'a dit, écoute, il n'y a que des Kabyles qui veulent signer. On a vu une pétition qui a été lancée dans la presse algérienne, en dehors de Benchikou, qui l'avait signée. Il n'y avait aucun d'autres en dehors des Kabyles. Même l'intelligentsia algérienne n'avait pas osé soutenir, dénoncer ce qui se passait en Kabylie à ce moment-là. Absolument. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu trahison de l'esprit nationaliste en lequel nous croyons. Nous nous sommes retrouvés seuls dans le malheur. Alors que quand il y avait, je me souviens en 1980, le séisme d'El-Snam, les premiers médecins qui étaient partis de leur propre initiative pour sauver des vies humaines, c'était des médecins de Tizi Ouzou et de Fgueïs. Vous voyez, la Kabylie a le cœur dans sa main. Elle est solidaire avec tous ceux qui subissent des malheurs. Malheureusement, quand elle était dans le malheur... L'inverse n'a pas toujours été le cas, c'est ça? Il n'a pas du tout été le cas. Et aujourd'hui, Farhat Mehani, donc le MAC ne parle plus de l'autonomie, il parle de l'indépendance. Oui, il parle de l'autodétermination, parce que l'autodétermination est une question démocratique. Oui. Ce n'est pas la violence, c'est le choix délibéré d'un peuple de choisir son gouvernement ou son mode de gouvernance. Il peut parfaitement décider de garder le statu quo, si ça lui plaît. Il peut décider que dans le changement qui va venir, ce soit une autonomie, un fédéralisme ou une régionalisation, probablement. Oui. Mais aujourd'hui, Farhat Mehani, nous avons affaire à un pouvoir assassin. Est-ce qu'il va laisser se faire un référendum d'autodétermination? Un régime comme le nôtre ne laissera aucune liberté se développer. Encore moins celle d'une autodétermination, parce que c'est sa fin, dans tous les cas. Donc, ce régime, seule une alliance entre les volontés de liberté, de démocratie des peuples d'Algérie et les forces démocratiques du monde libre qui peuvent le mettre à genoux et faire en sorte qu'il y ait évolution. Oui, soyons réalistes, hein, c'est un pouvoir, je le répète, hein, et ce n'est pas une métaphore, c'est un pouvoir assassin. Donc aujourd'hui, est-ce que ce pouvoir ne pourrait pas créer encore plus de problèmes en Kabylie, comme il l'a fait durant la décennie dite noire, où il y a eu des carnages à large échelle? On l'a vu aussi pendant le printemps noir. Bien sûr. Et la Kabylie avait évacué les gendarmes, et c'était les gendarmes qui se transformaient en terroristes pour semer l'insécurité, croyant que la population allait se jeter dans leurs bras pour les supplier de revenir assurer la sécurité. Alors que c'était le régime lui-même qui organisait tout cela. Mais regarde, quand même, la Kabylie a tous les moyens de s'autogouverner. Pendant 6 mois, il n'y avait pas un policier, il n'y avait pas un gendarme, il n'y avait pas un militaire. Plus de 6 mois. J'étais encore en Kabylie, peut-être beaucoup plus que 6 mois. Il n'y avait ni plus d'accidents de la circulation, ni plus de crimes, ni plus de vols, ni plus d'incidents particuliers. Un peuple aussi civilisé. Imaginez un quartier de la ville de Paris sans police une seule nuit. Ce qui va advenir. Vous voyez,
entre des peuples civilisés, je crois qu'il faut relativiser quand même la notion de civilisation. C'est juste une question de réalisme, Farhat. Maintenant, on peut avoir des désirs politiques. Nous, pour ce qui nous concerne, oui. Notre combat est politique. Voilà, politique et pacifique. Et pacifique. Que le pouvoir use de la violence, peut-être que c'est sa nature d'user de la violence, mais un jour ou l'autre, sa violence suscitera une contre-violence. Nous sommes sa dernière chance pour qu'il y ait une évolution pacifique. Ceci dit, Farhat Mehani, le désir d'autonomie existe ailleurs qu'en Kabylie, en Algérie. Il existe dans l'Oranie, il existe dans le sud, il existe en pays chaoui. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de passer par cette étape de régionalisation? On reste dans le même schéma. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des peuples différents, compressés dans un même pays, le leadership politique consistera toujours à aider son peuple ou à assurer la domination de son peuple contre les autres. Donc, c'est voué à l'échec. Ce n'est que le jour où il y aura des peuples indépendants, des régions indépendantes, des pays indépendants, qu'ils trouveront par nécessité de mutualiser leurs moyens financiers, économiques et autres, obligation de se fédérer. Donc repartir la construction à partir de la base et non pas par le sommet. Aujourd'hui, par le sommet, c'est voué à l'échec. Tout à fait, ce sommet est là pour gérer sa pérennité au pouvoir. Justement, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui l'état politique de l'Algérie, À quelques mois d'une prétendue élection, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. L'Algérie a cessé depuis longtemps d'avoir un projet politique. L'Algérie a des projets de pouvoir, mais pas de projets politiques. C'est-à-dire, entre les clans qui stipulent à la direction du pays, on n'a plus le souci du quotidien de l'Algérien ou des régions, mais juste celui de vaincre l'autre clan et de pérenniser son pouvoir à la tête de l'État. Il n'y a plus que cela comme projet. Et dans cette lutte de clans et de personnes, l'Algérie est livrée à elle-même. Bien des régions croient encore qu'il y a une idéologie arabe contre une idéologie berbère, croient qu'il y a l'arabo-islamisme qui est la fraternité entre les gens, mais dans la réalité, les choses se vivent autrement. Et la politique se moque de la morale ou des sentiments de fraternité. La politique, c'est d'abord la gestion du pouvoir, et en tant que tel, on endormira ceux qui croient en l'arabo-islamisme autant qu'ils le voudront, et on les dressera autant qu'on peut contre les impis kabyles, ou je sais pas moi, ou les hérétiques mouzabites, ou les nomades touaregs, je sais pas moi. Voilà les choses comment elles se font. Mais on sait voilà l'état triste de ce pays, l'état triste de l'Algérie, on l'a dit tout à l'heure, avec ce qui s'est passé en Kabylie, a montré qu'elle n'a jamais été une nation. Elle est plus nation avec la Palestine qu'elle ne l'est avec elle-même. Avec ses propres enfants. Absolument. Donc, Farhat Mehani, on ne peut pas tout dire dans cette émission qui est relativement assez courte. Donc, tu es aussi un grand artiste et toujours tu nous donnes des choses merveilleuses à écouter. Et je crois savoir que tu as finalisé 2 albums. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, je crois qu'il y a une petite histoire à raconter. Oui. Pendant longtemps, depuis que j'ai commencé à chanter en 1972 notamment, c'était l'année où ça va faire 42 ans, où je suis rentré à l'université d'Alger, aux sciences politiques. Et à partir de cette année-là, j'ai fait en sorte que de la pratique culturelle, la chanson, je diffuse un message politique. Et surtout pour arracher la liberté d'expression qui était confisquée à l'ensemble de l'Algérie, comme nous le pensions à l'époque. Quand cette liberté d'expression est arrachée, avec l'ouverture, toujours entre guillemets, démocratique de 1989,
j'avais considéré à l'époque que ma mission était remplie et que dans la construction démocratique du pays qui s'annonçait, à de nouveaux combats, d'autres armes. Donc j'ai déposé ma guitare pour prendre c'est ce que tu nous avais dit à la salle Atlas, voilà. J'y étais. Voilà, et donc j'avais quitté officiellement la chanson. Pas pour très longtemps, puisque à partir de 2002-2003 surtout, il y avait les assassinats d'intellectuels. Et j'avais réalisé combien c'était insignifiant pour moi d'être un responsable politique dans un contexte pareil. Je pouvais faire un communiqué, mais le communiqué peut être lu le matin, le soir même il y avait d'autres massacres et il fallait l'attention était captivée par autre chose, par d'autres crimes et d'autres douleurs encore. Donc je me suis dit que finalement je dois repartir à mes amours, mes premiers amours. Donc j'ai démissionné de mes responsabilités politiques pour reprendre la chanson et j'avais fait sur Hachendikir. Et chemin faisant, la politique m'a rappelé. Après, je me suis rendu compte petit à petit que j'étais à plusieurs facettes et qu'à chaque fois que me manquait l'une d'entre elles, j'étais abîmé, j'étais amputé. Donc j'ai par la suite fait de la politique et de la chanson concomitamment, continuellement, sans me poser trop de questions s'il faut que l'un manipule, si l'un des deux personnages manipulait l'autre ou se servait de l'autre. Et depuis effectivement la création du gouvernement provisoire kabyle, par respect pour mon peuple et pour mes fonctions, je me suis retiré de la chanson. Et j'ai trouvé que j'ai beau faire des discours, rien ne vaut une chanson. Une chanson vaut 1000 discours. Donc, je me suis rendu compte à la réalité d'une nécessité de m'exprimer artistiquement pour faire date en termes de témoignage d'une époque et pour porter également, pour faire avancer la cause. Et là, effectivement, j'ai une dizaine de titres qui ont été enregistrés avec de grands noms de la chanson, kabyle et amazigh, notamment le grand Edir, dont je salue la fraternité, la clairvoyance, le courage, ici, bien voilà, ces prises de position ces derniers temps et le fait de chanter avec moi, je les prends comme, parce qu'il est plus âgé que moi, un tantinet, pas beaucoup, mais un peu plus âgé que moi, c'est vraiment le grand frère qui prête main forte à son jeune frère. Voilà. Et il y a eu également, pour ceux qui nous accusent d'avoir abandonné à travers le combat pour la Kabylie et les Amazirs, il y a la chanteuse d'Ihya, je tends la main aux oreilles aussi, et je la tendrai dans cette chanson, nous parlons de l'Azawad comme des Libyens, des Berbères de Libye. Donc il y a des jeunes chanteurs comme Sena, comme Kamal Iflis et Karimidou, plein de Très bien. Voilà. Et le deuxième alors, c'est la musique classique, la musique savante? Oui, c'est de la musique savante, c'est de la musique philharmonique. Comme nous n'avons pas de tradition en la matière, je me sentais en devoir d'ouvrir un chantier. Ce ne sera pas excellent dans un premier temps. J'ai beau écouter de la musique classique, pas de la musique universelle comme d'aucuns le prétendent, c'est juste de la musique classique occidentale, c'est-à-dire il y a un savoir-faire des sonorités pour les rendre plus agréables, plus harmonieuses les unes entre les autres. Donc j'ai fait une dizaine de titres et ça se termine le 31 janvier pour cet ouvrage-là. Pour une fois, on va avoir de la variété telle que je la faisais depuis toujours, peut-être avec une voix un peu plus vieille, mais peut-être un peu plus mûre aussi, et de la musique classique pour la Kabylie. Jusque-là, comme j'ai dit, on écoutait du Beethoven, on écoutait Mozart, peut-être qu'on aimait, mais pour une fois, nous avons la musique classique avec notre propre sensibilité, nos propres vibrations. Et excellent, il y a aussi un livre que tu es en train d'écrire sur cette affaire de l'avion. Oui,
Je l'avais entamé, ça fait longtemps, je n'avais écrit qu'un seul chapitre. Oui. Et puis là, j'ai un peu de temps, je me suis remis. Dès lors que je n'ai pas de passeport pour voyager, pour défendre ma cause, je peux le faire à partir de chez moi. Et je me suis mis à écrire ce qui s'était passé dans l'Airbus en 1994 pour reprendre un peu le contexte dans lequel cela s'est déroulé. Mais il y a aussi le regard du sociologue, de l'écrivain, Bien sûr, bien sûr. de l'homme dans sa société. Tout ça est excellent, Farhat Mahani. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un dernier mot, comme on dit traditionnellement. On dit toujours, c'est François Furet qui avait, j'aime répéter cette phrase, Oui. les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas que l'histoire ils font. L'histoire avec ses passions, ses déchaînements, ses remous, entraîne des fois des larmes et du sang, de la douleur, mais elle transforme toujours la société. Nous sommes des acteurs, et je suis parmi des acteurs qui veulent faire de la Kabylie une nation, un État, parmi tous ceux qui existent de par le monde, et ça va se ressentir dans les chansons qui vont venir par ailleurs. Je ne suis pas là pour la division, mais je ne peux plus accepter que mon peuple n'ait pas le droit d'exister, d'avoir son propre gouvernement, d'avoir son propre parlement, d'avoir ses propres lois, de protéger ses enfants comme sa culture, comme sa langue, comme son identité. C'est une belle sentence et je me permets de lire ce que tu écris à la fin du siècle identitaire paru aux éditions Michelan. Alors tu écris ceci: aujourd'hui, symboliquement, je viens de tracer la voie qui, j'en suis convaincu, mènera le peuple kabyle et à travers lui tous les peuples qui se trouvent dans son cas vers la liberté. Diabolisé par le régime algérien, dénoncé par des adversaires kabyles, encore inconscient, je chemine à travers l'histoire, guidé par le seul devoir envers la Kabylie. Quels que puissent être les aléas de son parcours ultérieur, désormais c'est dans le sens de la liberté que mon peuple ira, comme l'avait déjà prophétisé Mouloud Mamri. Tanmirth Amas Farhat Mahani. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés, qui nous avez entendus. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.